Et salut tout le monde, bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super, je suis très heureux de vous retrouver. Putain, toujours dans mes pieds ce bordel là. Petite lecture de la semaine, aujourd'hui c'est assez simple, on va picorer à droite à gauche. C'est aussi ça le MMA et ça fait quand même assez plaisir, comme dirait Donald. On a du super-héroïque à la sauce indé, parce qu'il faut quand même pas déconner. On a du franco-belge, de l'humoristique, du fantastique, on a de l'australien, on a du canadien, de la BD indé, enfin bref, vraiment on picore à droite à gauche, ça fait quand même vachement plaisir. Je suis en vacances. Moi je n'arrête pas de lire, ça me prend toutes les vacances, voilà. Je vais pas me plaindre hein, mais j'ai aussi plein de trucs à faire à côté. Et je me dis parfois, tiens je vais me lancer ça, j'ai le temps là, c'est bon, j'ai une semaine, je vais me lancer sur une œuvre, voilà, qui prend un peu de temps, et je vais me mettre à lire, par exemple, Spider-Man Superior. C'est très très long, hein, voilà, on a l'impression que ça va rapidement, parce qu'on est en vacances, c'est pas du tout. Alors c'est très bien, mais c'est très long. C'est quand même un pan entier d'un personnage, d'un moment. Des artistes humains, hein, qui existent vraiment, qui décident de faire toute une histoire, un run complet sur un personnage, ou une association de personnes artistes qui se disent, tiens, est-ce qu'on mettrait pas chacun nos forces sur cette histoire pour qu'elle devienne... Allez, c'est parti. Mais on commence immédiatement avec une œuvre que j'ai 1, 2, 3... Oh. Ouh. Je suis mort, je suis une merde, j'ai pas de cardio, je suis une merde. Je suis mort mon pote. Il faut que je refasse du sport et que j'arrête de lire, bordel de merde. Une œuvre que j'ai beaucoup aimée, c'est pour ça que je vous en parle dès le début. Je veux pas vous passer à côté. Alors je vous promets qu'il y aura une œuvre incroyable au début, une œuvre incroyable à la fin, et en fait au milieu, il y a des trucs très bien. Donc je pianote, je prends pas ça de façon crescendo. C'est mon avis. Merde. Est-ce que j'ai le droit au moins un petit peu d'avoir une petite liberté dans cette cave du mille? Parce que à l'extérieur de cette cave du mille, c'est pas moi qui gère. Voilà, je gère rien du tout. Que dalle. Si tu crois que tu gères. Mais mon gars, t'es dans la matrice, réveille-toi. Captain America, la vérité, tout simplement, hein, de Robert Morales et de Kyle Baker. C'est sorti chez Panini Comics au 12 février 2025 dans ce format incroyable. Il fait 176 pages et il coûte 28 balles, ma perruche, 28 balles, pour ce format que vous connaissez maintenant avec dos toilé et format agrandi. De quoi ça parle? On est en 1942 et on va découvrir que les États-Unis entrent en guerre. Le professeur Einstein est en charge d'un projet scientifique top secret, donc Captain America, dans le but de perfectionner le sérum du super soldat. Il va sélectionner évidemment énormément de personnes, évidemment non, il va sélectionner des Afro-Américains et il y a beaucoup qui vont mourir en fait malheureusement des essais, et en fait ça va être carrément des cobayes. Il y en a quelques-uns qui vont réussir à subsister. On va suivre l'un d'entre eux, c'est Isia Bradley, qui a une meuf qui est enceinte et qui va se faire enrôler parce qu'il a fait de la merde. Et il aura le choix entre purger une peine de prison ou aller clairement se battre pour le pays. Sauf qu'il va pas aller se battre, arriver sur base, il va être expédié dans ces camps de l'horreur en fait pour faire des essais. Alors clairement c'est un travail d'investigation de la part de Robert Morales, puisqu'on met en parallèle toutes les recherches dégueulasses que les Américains ont pu faire sur les Afro-Américains. Je vous ai déjà parlé dans cette cave des femmes qui étaient stérilisées pour essayer de gérer le flux en fait, il n'y a pas trop de Renois en fait à l'époque dans les rues en fait, donc ils proposaient de l'argent pour stériliser les femmes. Voilà, c'est un délire, mais c'est la vérité. Et là on met en parallèle ces recherches là avec celles des nazis. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est cruel, c'est horrible, mais ça fait une petite piqûre de rappel aussi, comme quoi entre la première et la seconde guerre mondiale, c'était quand même dégueulasse. Voilà, c'était quand même bien avant évidemment c'était dégueulasse, mais les États-Unis sont basés sur des faits dégueulasses. Hein. En France, je pense qu'on a aussi notre quota. Toujours est-il que là ça parle des États-Unis et on met en relation Captain America. Alors à l'époque, Ijema, c'est ça, qui confie au rédacteur en chef Joe Quesada la mission de séduire de nouvelles personnes. Donc il va aller choper des duos en fait improbables pour essayer de remettre un petit coup de boost, un petit coup de nouveauté, et il va aller chercher Robert Morales, ce journaliste d'investigation qui a bossé pour Heavy Metal, je crois, équivalent de Metal Hurlant, et ils vont tout simplement avec ce parallèle de la science et de la guerre parler du Captain America. Alors c'est hyper intéressant, mais sachez que le dessin ne plaira pas à tout le monde. Je vous explique ce qui s'est passé entre cette œuvre et moi-même. On appelle ça un véritable coup de foudre. Voilà. On est clairement sur, au nom de la guerre, les États-Unis ont une grande puissance au nom de la guerre, a décidé de prendre des gens et de les enfermer comme des animaux, en les traitant comme tels, en faisant des recherches sur eux. C'est percutant, c'est méchant, ça montre ce que ça doit montrer, même dans le dessin on verra ça tout à l'heure, mais c'est complètement touchant, c'est flippant, c'est vraiment une piqûre de rappel, hein. Vraiment c'est un vrai truc où tu te dis waouh. Et quand tu sais que ça a été estampillé Marvel, moi j'en suis le plus heureux des hommes, puisque en plus ça a été demandé à ce que ce soit dans le canon. Je crois que c'est les Young Avengers
Avengers, on en parle aussi de cette espèce d'héritage dans le Soldat de l'hiver, hein, tout ce rapport, même dans le film il me semble qu'on en parle, tout ce rapport sur les cobayes qui ont permis à arriver dans le délire du super soldat, quoi. J'adore ce genre de truc où on balance tout simplement une grande histoire super héroïque entre parenthèses, même si c'est de l'ordre de l'intimiste à ce niveau-là, et on y intègre des petits moments d'histoire, qu'ils soient glorieux ou pas. Là clairement c'est pas le cas, et j'adore ça. Je trouve que le début à la fin c'est une véritable prouesse. C'est l'un des meilleurs trucs que j'ai lu sur Captain America, clairement je vais pas vous mentir, c'est un personnage que j'aime bien, tout le monde le traite de Boy Scout et compagnie, je comprends l'idée du personnage, j'en lis peut-être pas assez, j'ai lu Sud Brubaker, j'ai lu voilà Sentinelle de la Liberté, tout ça, mais c'est pas un personnage que je tiens normalement absolument dans mon cœur. Évidemment il y en a tellement les personnages, tu peux pas tous les aimer, moi je l'aime bien, il me dérange pas, mais j'irai pas foncer sur une œuvre en particulier concernant ce personnage là. Et ben là bim, c'est vraiment, c'est pas une porte d'entrée, mais c'est clairement, ça peut en être une dans l'idée en fait de ce que pourrait être Captain America constamment. Maintenant les dessins, moi je les ai adorés. Alors c'est pas mon style à la base, hein, c'est pas mon style prémonitoire, je suis pas en train de me dire que c'est le meilleur dessin que j'ai vu de ma vie, mais on a un côté très cartoon, très exagéré, dont les proportions sont absolument pas respectées, une colo très douteuse, très chelou, et ça amène vraiment un cachet de malade. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Des visages, des expressions qui sont disproportionnées, c'est fait exprès, hein, on est clairement sur du cartoon, et en fait c'est, j'en parlais avec un abonné, mais c'est intéressant de voir le fait que, on parlait de Red Room, il parlait du fait que en fait on exagère le trait pour essayer de faire passer un peu la pilule, ou alors au contraire d'en faire de trop, pour qu'on arrive à prendre un peu de recul et se rendre compte un peu de ce qui se passe, ou de faire un petit peu passer la pilule, ça dépend des gens. Moi clairement ça a tendance à faire l'inverse, ça a tendance à me montrer que on est loin de la vérité, et même en exagérant les traits, vu que c'est un petit peu grotesque, et bien en fait ça te permet de dire d'accord, donc là on peut pas nous montrer le côté cru et horrible de la chose réelle, on nous expose ça comme ça pour qu'on puisse se dire ah voilà, ok, donc là on est d'accord qu'il y a eu des trucs atroces, on pousse les potards au maximum pour pouvoir se dire bah ouais, c'était vénère, c'était violent, et ça marche en fait pour moi, ça marche complètement, c'est hyper bien foutu, une colo mais hyper flashy, on n'hésite pas, regarde, t'as du bleu, ça explose, tu vois, de loin en fait tu te rends compte qu'il y a un boulot qui est assez ouf, il y a un boulot qui est assez ouf sur la couleur, et il y a vraiment beaucoup de petites couleurs acidulées, comme le rouge par exemple, évidemment au moment des tests. Alors c'est un super boulot, hein, mais en termes de découpage c'est pas non plus extraordinaire, les visages, parfois tu te demandes, c'est vrai, qui c'est qui parle, quel personnage est là, quand ils sont déguisés en militaire, ils ont tous la même combinaison et tout, c'est un peu chelou, mais à part ça, ça marche de ouf, j'ai trouvé ça géant, les grosses gouttières blanches comme ça, je trouve ça complètement ouf, regardez-moi ça, comment c'est énorme quoi, on voit que ça, on dirait une échelle le bordel. Il y a de la violence, il y a évidemment la médiocrité de l'humanité qui est retranscrite dans le dessin, il y a évidemment la violence, les idées absolument grotesques que ça peut amener une guerre, tout le côté douleur que les soldats vont devoir subir par rapport à ça. Alors il a évidemment, comment il s'appelle, Robert Morales, il a mis en parallèle certains camps où il faisait des tests sur le choléra ou pas la peste, je crois que c'est le choléra, et il mettait en exergue en fait un petit peu toutes les recherches qu'il a pu faire, il les a intégrées là-dedans, les mythes urbains aussi qui ont été intégrés là-dedans, il y a tout un espèce de lexique à la fin, tu vois là, la vérité, l'avenir, aux fondamentaux, la traversée. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Charles R. Drew, scientifique afro-américain, développe un processus de conservation du plasma pour en faciliter le transport. Un peu plus tard, en 1941, il démissionne de son poste de directeur médical de la banque de sang pour la Croix-Rouge américaine lorsque le ministère de la Guerre des États-Unis exige que les produits sanguins soient distingués selon les critères de race et de leur donneur. C'est en 1949, hein, c'est pas si vieux que ça, et j'ai l'impression qu'on est en train de retourner un petit peu en arrière sur certains points, et moi ça me fait un peu flipper en tant que citoyen, en tant que humain sur cette planète en fait. Des fois tu trouves que dans l'histoire c'est un peu gros, et à la fin de l'explication, la recherche qui a été montrée et qui t'explique que en fait non, il a pas été cherché trop loin, il est même un petit peu en deçà de la vérité, et ça fout un peu les boules. Alors l'œuvre en elle-même, quand je l'ai lu, moi je l'ai adoré. Les dessins m'ont un peu choqué au début, mais je m'y suis très vite fait, franchement très vite, et en fait quand j'ai fini l'œuvre, j'ai adoré, parce que le 7ème chapitre qu'ils ont voulu intégrer à cette histoire là, et il est bienvenu, et franchement il dénonce sec. Et après tout ça, je suis tombé sur cette espèce de résumé de recherche qu'il avait fait, et franchement ça m'a mis une énorme claque, parce que je me suis refeuilleté le bouquin et je me suis dit ah c'est pour ça qu'il a dit ça, c'est pour ça qu'il a fait ça comme ça, et en fait à la finalité de la chose, quand j'ai fermé le bouquin, j'ai carrément réfléchi. C'est pour ça, dites-moi dans les commentaires vous si vous lisez les prés et les post-faces, moi je les adore, à chaque fois ça amène quelque chose de fou. J'aime un peu moins quand c'est le point de vue d'un artiste qui parle d'un autre artiste, bon à la limite je préfère que l'auteur me parle directement, qu'il y ait en plus de ça un témoignage d'un autre artiste qui explique l'œuvre que je viens de lire, c'est-à-dire que quand on ne gâche pas un petit peu, parce que ça a déjà arrivé dans des travails sur Grant Morrison et compagnie, on te divulgâche un petit peu l'histoire, et quand tu le lis tu te dis bah putain il m'a tout dit en fait, enfoiré quoi. Salut, je suis Michael James Travalos, le célèbre scénariste prodige de l'œuvre mondialement connue, sobrement intitulée « Moi ». Aujourd'hui, Mills m'a demandé de lui écrire la préface de sa bande dessinée, que vous tenez dans vos mains.
Et vous savez quoi? Il a énormément de chance car j'ai accepté. Ouais. Je me rappellerai toujours de la première fois que je l'ai lu, vol au-dessus d'un nid de perruche. J'étais au volant de mon Ford F-150 le long du parc national de Joshua Tree en Californie pour le business comme toujours. Et je décide de m'arrêter dans un donneur sur le coup de 15 heures, vers là. Parce que le Chili du midi commence franchement à faire du forcing. Je rentre, je commande un café et je me dirige vers les water closets. Je fais mon affaire. Et là, vous n'allez pas le croire, mais il n'y avait plus de papier. Zéro, que de chi, nada. C'est embêtant, n'est-ce pas? Heureusement, derrière moi se trouvait une pile de BD, dont Vol au-dessus d'un nid de perruche. Ni une ni deux, j'arrache la première page, puis la seconde, la troisième, etc., jusqu'à ce que je tombe sur cette fameuse page 85, où l'on découvre cette perruche coupée en deux. Là, je comprends instantanément que c'est le frère du héros qui vient de se venger en rapport à la tromperie de sa propre sœur. Waouh! Je suis sur le cul! Cette petite BD a tout d'une grande. Je décide donc de continuer et j'arrive au dénouement final. Je vais pas y aller par quatre chemins, c'est le plus beau suicide qui m'ait été donné de voir en BD. Je me suis retrouvé, là, sur le trône, à chialer comme une madeleine. Non, franchement, la BD que vous tenez entre vos mains, là, c'est pas de la merde. Allez, bonne lecture. T'as-tu une envie, c'est de le fumer. Et la fin, j'aime beaucoup quand il y a du contexte, quand il y a de l'explication scientifique, quand il y a de la recherche. J'aime beaucoup, lire ça après, moi ça me détend et je me dis, ah ouais, putain, c'est tellement intelligent. Et c'est là que tu te rends compte, dans le 9e art, en fait, en général, que ce soit manga, BD, comics, roman, graphic novel, et en fait, tu te rends compte qu'il y a une recherche qui est assez absolue et qu'une BD ça se fait pas comme ça. Pour ça, les gens qui défoncent une BD parce qu'ils trouvent que c'est de la chiasse, c'est une merde, et en fait tu te rends compte que t'as pas réfléchi, tu respectes pas les gens en fait. C'était une grosse merde parce qu'il y a du boulot derrière, il y a peut-être 1, 2, 3, 4, parfois 5 ans derrière un bouquin. T'as le droit de pas aimer. T'es pas obligé de défoncer le boulot en disant que ça c'est de la merde et que ça vaut rien parce qu'il y a tout le temps de recherche, que ce soit dans le dessin, dans la narration graphique, que ce soit dans la narration, dans le texte, dans la façon de parler, quelle personne tu utilises ça, qu'est-ce que ça change par rapport à l'histoire, l'objet choisi, le nombre de pages, le découpage, tout est un art absolu et ça en fait un art majeur à mon sens, le 9e art. Je vais me calmer parce que sinon je vais faire 1 heure sur le sujet suivant. Pas besoin de s'énerver. 2e œuvre, une œuvre que j'ai reçue en service presse il y a quelques temps, j'ai foutu dans ma palle, j'ai complètement zappé de la lire. Vous connaissez la maison, quand j'aime j'en parle, quand j'aime pas j'en parle pas. J'ai aimé le Flux glacial. Voilà. Merci infiniment à Flux glacial qui m'ont rincé la gueule il y a pas longtemps pour faire un décor de bande dessinée et un décor de bande dessinée qui a un peu merdé au niveau des rushs. Donc je vais être obligé de le retourner. Voilà pourquoi ça prend autant de temps. Flux glacial, si vous êtes là, merci infiniment. Merci pour votre patience. En tous les cas, une œuvre sortie en juin, le 3 juin 2026, 17,90€, 64 pages. Le mec qui a fait ça, c'est Damien Geffroy. Et tu dis Damien Geffroy, je sais pas, je savais pas qui c'était. Enchanté Damien. Damien, petit coquin, Damien, parce qu'il est né à Morlaix City. La ville des farceurs, la ville où tu peux mourir à l'hôpital. Parce que je suis né à Morlaix aussi. Enfin, j'ai réussi à survivre à l'hôpital de Morlaix. Bref, putain, je suis sûr que je t'ai déjà vu. T'as déjà vu, c'est obligé, putain. Tu me dis quelque chose. Alors, avant même de savoir que t'étais né en 1980 à Morlaix, j'ai l'impression de te connaître. Dans tous les cas, j'ai beaucoup aimé ton histoire. Et ta BD, premier tome. Bim, Agnès, la chevaleresse. Alors, Agnès n'a rien d'une princesse. Et pourtant, c'en est une. Ses parents sont reines et rois de leur royaume. Et clairement, Agnès, elle en a rien à péter, elle. Elle veut être chevaleresse. Elle passe devant des illustrations d'un grand blond avec une épée coupante qui se bat contre un dragon et 2 pages plus tard sa mère lui dit elle dit moi je veux faire ça maman plus tard, je veux faire comme le monsieur quoi, je veux faire ça quoi. Et sa mère comprend pas et l'envoie tout simplement dans un cours particulier pour coudre des toiles parce que elle pensait que sa mère pensait vraiment qu'elle voulait faire de la couture, de la broderie, du point de croix. Donc déjà il y a un petit quiproquo. Voilà, alors on est clairement sur de l'humour grotesque, très décalé, c'est pas pour les enfants. Moi j'ai trouvé que c'était pas pour les enfants. C'est difficile de faire rire mes gamins sur quelques blagues. Moi ça m'a fait beaucoup rire. Et puis il y a même une blague un petit peu moyenâgeuse avec un nez en forme de pénis. Je vous laisserai découvrir ça. Les 2 parents reçoivent une lettre de leur fille et ils se disent merde putain fais chier. Enfin tu sens qu'ils elle l'aiment pas trop. Voilà, c'est un peu la honte de la famille. Malheureusement elle doit trouver un stage pour être chevaleresse. Elle a pas le choix en fait. Il faut qu'elle trouve un stage. Donc il lui trouve un espèce de manos, enfin vraiment une cata de chez Cata, un vieux gars dans les geôles tout dégueu et ils partent sur la route. Voilà. En gros c'est ça. Elle est apprentie chevaleresse et elle va suivre un vieux mec qui lui joue la facilité et ivrogne est attiré par le côté obscur de la force et la facilité tout simplement. Les quêtes qu'il veut faire lui c'est aller au bar et trier des moules, enlever les verres, de la farine, enfin il fait de la merde. Et elle ce qu'elle veut c'est tout simplement des trucs épiques. Elle veut exercer son métier de chevaleresse tout simplement. Alors tu te rends compte que c'est elle qui fait tout et lui c'est une énorme bouse. Ils vont traverser comme ça dans différentes petites histoires mais qui sont toutes un peu liées, des différentes contrées et compagnie. Alors c'est de l'heroic fantasy et c'est génial. Je me suis
régalé, c'est trop drôle. Vraiment, il y a cette patte de fluide glacial. C'est pas non plus tout porté que sur le même truc. C'est assez grivois. Et franchement, les dessins, mais ça déboîte sec. Il me semble que Damien Geffroy, il a fait un boulot chez Delcourt. Il a premier tome des Veuves électriques. Enfin, c'est vraiment un tueur. C'est un tueur de ouf. Moi, j'ai adoré la lecture de cette BD. En fait, si tu veux, c'est par rapport à ce qu'il raconte, t'as pas besoin de faire des dessins aussi léchés. C'est-à-dire que c'est vraiment de la BD humoristique, avec quand même un fond, une trame et compagnie, mais c'est une grande histoire, avec un grand H, et c'est pas une histoire qui est profondément introspective, importante, sur soi-même et compagnie. Non, c'est vraiment de l'humour. Mais tu verrais les dessins, mais c'est de la folie. C'est ça que je trouve bien, en fait. C'est dans le genre, tu vois, genre le label 619, quand ils font de l'horreur, ils prennent pas ça par-dessus la jambe en disant on va faire un truc un peu kitsch et tout. Non, ils vont au fond des choses. Les histoires un petit peu surnaturelles, ils y croient. Et c'est ça que je trouve génial. Et là, c'est une BD humoristique. Et alors quoi? On est obligé de faire des dessins un peu à la va-vite et compagnie? Non, pas du tout. On y va à fond de caisse et tout est absolument léché. On fait des histoires d'heroic fantasy avant tout, avec évidemment une patte humoristique, mais on y va à fond. Il faut que ce soit crédible. Et tout est crédible dans l'heroic fantasy, évidemment. Franchement, c'est d'une beauté de ouf. Il fait tout. En fait, voilà, il a fait les cowboys sont toujours à l'ouest. Variété française, Inspecteur Balto, Sunugal, Village Global, Les Veuves électriques. Il a fait Michel Fourniret, l'ogre des Ardennes. Ok, avec J.D. Morvan. Ça m'étonne pas, je le connaissais pas du tout. Le mec vient de Morlaix. Voilà, t'étais de la famille, frérot. Et Morlaix, je sais qu'on connaît, si tu connais Morlaix comme je connais Morlaix, c'est le premier tome, c'est-à-dire que ça va en appeler d'autres, donc j'espère que cette BD va marcher, j'espère que je lui donnerai sa chance, parce que j'ai envie de lire la suite. Il y a tellement de bons gags, tellement de jeux de mots intéressants, ça m'a... Vraiment, j'ai pouffé de rire tout le temps à chaque histoire, voilà. C'est aussi simple que ça. Et puis, Agnès, elle est un peu touchante, quoi. Et t'as l'impression qu'elle elle apprend au vieux à vivre, en fait, parce que le vieux, lui, à part fréquenter dans les bas-fonds, picoler, ça en dit pas mal long, en fait, et même sur la fin, sur le fait que, il y a des fois, dans des milieux professionnels, des gens qui en branlent pas une et qui récupèrent quand même pas mal de lauriers et ça peut rendre un tout petit peu ouf. Et c'est là que tu vois que Agnès, elle a quand même une bonté d'âme. Quand même un truc assez cool. Est-ce qu'elle s'en fout parce qu'elle sait que de toute manière papa et maman seront là puisque la meuf elle est pétée de thunes, hein, c'est une princesse, ou est-ce que c'est juste sa montée d'âme qui fait que c'est une vraie princesse, parce que pour avoir son épée par exemple elle enlève l'épée du rocher, quoi. Elle est pas du tout en train de se la péter, quoi. Et à la fin ça va, il y a de l'action, il y a une enquête, machin. C'est hyper bien foutu, voilà. Faut vraiment y aller. L'histoire de cette apprentie chevaleresse qui a un maître de stage qui est complètement pourri dans un monde de heroic fantasy. Et franchement, Agnès la chevaleresse, si vous aimez l'humour et l'heroic fantasy, foncez. J'arrive plus à jouer de la flûte, c'est chiant. Alors, troisième œuvre. Quatrième et cinquième, 3, 4, 5, parce que c'est une œuvre en 3 tomes. Une œuvre sortie chez Glénat, j'avais demandé un service presse, je n'ai pas eu de réponse, c'est pas grave, je me les suis procuré pour mon coin pour 20 balles les 3. Écoutez, je voulais absolument lire cette œuvre et j'ai vraiment été sur le cul, j'ai adoré cette si vous aimez Mille et une pattes, Game of Thrones, si vous aimez toutes ces œuvres un peu fantastiques, des aventures, putain, vous allez kiffer, quoi, avec des références de Star Wars. Non, mais c'est excellent. C'est sorti 2023, 2024, 2025, 16,50€ le tome. C'est Maud Michel qui est au scénario avec Nicolas Signarbio qui est aussi au scénario, et il dessine et il colorise. Donc voilà, autant te dire que c'est œuvre jambon fromage. Premier plastoc, c'est l'empoisonnement. Deuxième plastoc, c'est le marais des nuisibles. Et le troisième plastoc, c'est la métamorphose. Et quand tu connais l'histoire, c'est tellement drôle, le petit puceron là, regarde-moi ça. Une œuvre que j'ai toujours voulu lire depuis qu'elle est sortie. Et je me suis enfin chopé ça et lu ça pendant les vacances avec mon fils de 9 ans. Il a kiffé de ouf. Alors est-ce que votre fils de 9 ans est prêt à lire ça? Je pense qu'il y a moyen en l'accompagnant, parce qu'il y a quand même des décapitations, il y a quand même des trucs un peu vénères, un peu violents. De quoi ça parle? Eh bien écoutez, les grands dieux, les grands anciens dieux étaient sur la Terre, donc les humains, nous en fait, et à un moment on a merdé, il y avait beaucoup trop d'insectes et compagnie, on a merdé. Ça reste un peu flou, mais on a un peu merdé. Et au final, les insectes, ils ont commencé à prendre possession de la planète, quoi, tout simplement. Et quelle possession, puisqu'ils ont fait des royaumes, tout simplement. Le marais des nuisibles. Alors les nuisibles, c'est les insectes que personne ne veut, genre les pucerons, tous les insectes un peu pourris, tu vois, pas les insectes nobles qu'on connaît comme des fourmis, les abeilles, les scarabées, les cigales, les grillons, tout ça, c'est des insectes qui ont un statut, tu vois. Et il y a les nuisibles, le marais des nuisibles qui pue un petit peu. C'est pour ça que je vous parle de Mille et une pattes, mais c'est vraiment ça, quoi. On commence immédiatement avec un océan pollué, rempli de plastique, et on se dit, oulala, plastique, plastoc, y a pas un truc là? Si, évidemment, puisque la monnaie, la vraie richesse de leur monde aux insectes, c'est le plastoc, c'est le plastique. Il va y avoir différentes castes qui vont se battre pour du plastique. On commence immédiatement avec Bug, et Bug, en fait, il est là, c'est le petit truc vert qui est là. Alors les dessins sont très particuliers, vous voyez, c'est très numérique. Mais bon, moi je m'y suis vraiment fait, j'ai trouvé ça vraiment cool, mais c'est très perturbant au début. Alors il y a Bug qui est là et qui suit la reine mère, une reine mère coccinelle, qui tout simplement explique qu'elle va devoir
passer un petit peu le flambeau parce qu'elle commence à vieillir un petit peu trop, tu vois, qui est normal. Et du coup, elle parle à toutes ses prétendantes, à toutes ses élèves hein, quelque part. Et tu vois que Bug en fait c'est un petit puceron qui à la base est juste là en tant que serviteur quoi. À la base c'est un puceron, c'est rien. Faut savoir que c'est vraiment une petite chiasse, c'est l'équivalent d'un ouvrier français pour Macron. Tu vois, c'est vraiment l'équivalent d'un être vivant pour Donald Trump. Enfin bref, tu m'as compris. En tout cas, ce personnage-là, eh bien c'est simple, il a quand même pas mal d'importance pour cette grande prêtresse. Il y a un côté très religieux et compagnie, de la divinité, de la religion, de l'histoire, la passation de pouvoir et compagnie. Et en fait, un jour, le puceron va aller en cuisine, puisque elle va devoir faire sa cérémonie pour faire sa remise de couronne. Hein. Et ben le puceron va lui amener de la bouffe, et en fait, la meuf va ni plus ni moins que crever. Voilà, elle va crever, donc tout le monde va accuser le puceron, évidemment. Le puceron va être condamné à mort. Alors c'est vraiment incroyable, vraiment c'est incroyable l'histoire de cette fourmi ouvrière qui était à l'époque une fourmi qui prenait les larves et qui les mettait dans le landau, et un jour il y a eu une attaque, je crois que c'est les frelons ou les abeilles qui l'ont attaqué, et en fait elle a vu tous les personnes autour d'elle mourir, et elle est devenue guerrière, et maintenant c'est devenu l'esprit de le bras armé de la prêtresse. Enfin c'est vraiment trop bien branlé. Donc du coup, mise à mort, et puis en fait, non attendez, on va le mettre dans les cachots, et dans le cachot elle va tomber en amitié avec une menthe complètement cannibale, complètement bipolaire, hein, clairement, et ils vont s'échapper du royaume. Voilà, ils s'échappaient du royaume pour aller voir la mère de cette menthe-là, qui n'est ni plus ni moins qu'un papillon pirate. Ah, voilà, on est là-dessus. Et grâce à tout ça, Bug, le petit puceron, va essayer de marchander sa vie en l'échange de l'information ultime de ce que la prêtresse lui a dit avant de mourir. Je sais pas si je suis assez clair, mais c'est incroyable. Vraiment, il y a un lore qui est fou. On est vraiment sur des guerres de factions, des guerres de races, des guerres de position. Il y a des histoires hyper bien foutues de chaque personnage. C'est une grande histoire d'aventure, doublée tout simplement d'une grande histoire. La Game of Thrones, comme je vous dis, vraiment on est là-dessus. Il y a différentes castes, différents animaux, les animaux qui sont repus, l'espèce de révolte qui va monter comme ça, des nuisibles du marais, qui va essayer de se relever face au fait que les fourmis, les scarabées, les criquets et compagnie, mènent tout comme ils veulent en fait. Ils sont nés comme des nuisibles. Le mot est fort quoi. Ils sont nés comme des nuisibles, ils ont pas leur place dans la société, on leur a laissé un vieux marais purulent et buant. Les moustiques, les mouches, enfin tu vois, tout ça, c'est vraiment bien foutu. J'ai adoré cette histoire quoi. Et en fait, il y a un message qui est vraiment très très fort quoi. Surtout la fin. Alors la fin, elle est peut-être un peu en deçà de toute l'histoire, mais en même temps, moi je suis le genre de mec qui a aimé la fin de Game of Thrones ou la fin de Walking Dead. À mon sens, c'est impossible d'une aventure aussi grande et aussi cool que ça. C'est impossible de faire une fin à la hauteur, à mon sens. Mais la fin est pas nulle, hein, attention. Mais voilà, le début était tellement jouissif, le milieu, l'aventure est tellement incroyable que la fin, peut-être, on part sur de l'explication. Je veux pas vous spoiler quoi que ce soit, mais en tout cas, ça vaut le coup quand même. Ça vaut vraiment le coup. L'histoire est vraiment bien, sinon je vous en parlerai pas. Et vraiment, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Le dessin, il est un peu perturbant. On est quand même sur des couleurs, la plupart du temps, qui sont assez simples, assez basiques. Tous les insectes ont à peu près les mêmes couleurs, à part le petit bug du puceron, la menthe et tout, mais je trouve qu'on est toujours dans les mêmes tons. Ça amène un petit côté sympathique. Le côté numérique, j'aurais préféré, je pense, un côté papier, mais en tout cas, je sais pas si ça a été fait sur papier et après colorisé par Photoshop, ou si ça a été dessiné directement sur tablette, sur Photoshop. Bref, c'est un parti artistique que je respecte, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a des insectes qui me font mourir de rire. Le moustique alcoolique m'a tué. Le twist qu'il y a, parce qu'évidemment ça va gronder petit à petit et une guerre va se préparer. Il y a un truc qui est vraiment plus fort que le petit bug, le petit puceron, donc qui est insignifiant pour plein de gens. Il y a une guerre qui va monter, il y a un truc qui va s'énerver, il y a un espèce de samouraï abeille trop stylax qu'on va avoir débarqué au milieu de tout. Il y a aussi un petit côté buddy movies de deux personnages, de deux caractères qui clairement n'ont rien à foutre ensemble mais qui vont devoir collaborer pour réussir leur mission quoi. Est-ce qu'ils vont trouver le Saint Graal tel One Piece? Est-ce qu'ils vont trouver le One Piece des insectes? Il y a plein de mythologies tout autour de cette espèce de temple qui a été monté autour du plastique avec ce baigneur comme avec des Playmobil, tu sais, en termes de garde de géants, tu sais. Enfin, c'est magnifique, c'est vraiment bien foutu. J'ai adoré cette œuvre. Voilà, je vous conseille fortement d'aller sur Plastoc. C'est fou parce que c'est une œuvre que je voyais passer depuis quelques années et je me suis dit, je suis persuadé que c'est pour moi et bingo quoi. Bingo, c'était clairement pour moi. J'ai adoré. Regardez-moi ça comme c'est stylé. En plus, chaque couleur. Le travail d'édition de Glénat est vraiment cool. À l'arrière, j'aime bien le fait que les petits tomes soient en vernis sélectif. C'est trop bien foutu. Franchement, c'est trop bien foutu. J'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Foncez sur Plastoc. Je pense qu'on l'a déjà vu cette histoire-là. Mais franchement, avec toutes les ingéniosités que tu peux avoir vis-à-vis des insectes et du fait que ce soit du tout petit. En fait, c'est du tout petit. C'est microcosmos quoi. On est vraiment là-dessus et du coup, ça marche trop bien. Ça marche trop bien. Plastoc, c'est fortement conseillé. Ah
Ah mais merde, c'est dégueulasse. Bon, j'ai lu cette œuvre sur la plage. Oh mais je suis parti sur la plage, le petit ban sur la croisette. Des gens à droite à gauche, seins nus, pas seins nus, des fois t'aimerais rien que ce soit pas seins nus. Non, des gens à la cool, vraiment sympa. Alors on est d'accord que c'est le pire endroit pour lire une BD, la plage. Hein, le sable qui frotte entre chaque page et quand tu fermes ta BD, t'entends l'encre qui se barre, le bouquin qui est convexe ou concave. On est d'accord que c'est le pire endroit, hein. Je suis même croisé des gens dans la rue. Alors c'est vraiment détendu là sur la côte parce que les gens sont topless, mais du bas, tu sais, sont à leur balcon comme ça. T'es avec tes enfants, tu te balades, tu fais bonjour. Oh. Papa, il a pas de slip, le monsieur. Non, ma chérie, t'as 5 ans, voilà, bienvenue dans la vie. Putain, faut pas faire un peu attention, et les gamins, merde. Tout ça pour dire que j'ai lu une œuvre qui coûte 28 €, qui était sortie à l'époque, alors c'était sorti en 2020, donc ça fait un bail que je vois cette cover et que j'ai qu'une envie, c'est de me la faire, bordel. J'ai qu'une envie, c'est de me la faire. Et voilà, et je me la suis faite, La Fange, sortie chez ici même, de Pat Grant, l'Australien, Pat Grant. Soutenez les éditeurs indépendants, ni plus ni moins, hein. Allez-y, foncez, parce qu'ils vous proposent des histoires que vous trouverez nulle part ailleurs, tout simplement. Cette œuvre, 28 € je disais, bon, pas donné, quand même pas donné. Il y a eu Craig Thompson qui en a parlé, qui a dit que c'était trop bien et que en vrai, il fallait la lire. Donc ni une ni deux, moi j'y suis allé. Alors c'est Pat Grant qui est au scénario et au dessin et c'est mis en couleur par Fionn McCabe. Regardez-moi déjà le logo comme c'est stylé, bordel de merde. De quoi ça parle? On va suivre deux frangins dans un futur dystopique, hein, quelque part qui se passe en Australie. Hein, tout l'auteur australien aidé par des finances australiennes. Ah la magouille. Et ça se passe en Australie. Regardez-moi la cover comme elle est belle. Voilà. Déjà rien que ça, moi ça me rend fou. Il y a un petit côté Dirtbag Derf que j'aime énormément, mais Dirtbag Derf en couleur. Moi j'en suis fou absolu. Regardez-moi la quatrième de couverture comme elle est belle. Alors eux sont frangins. Même si t'as un doute dans l'histoire, parce qu'il y a lui il ressemble vraiment à sa daronne. Tu sais pas ce qui se passe. Regardez, voilà, tout simplement. Sa daronne est là avec son nez en patate coupé en 3. Lui il est là avec son nez en patate coupé en 3. Et là il y a un petit brin avec un nez normal. Ils sont un petit peu sadiques. On est dans un monde donc dystopique. Ils vont vers le nord, il me semble, pour aller tenter leur chance par rapport à une société qu'ils vont monter. Tu te rends compte que la mère elle avait une société, qu'elle a revendu des parts ou son entreprise complète en gros, et elle file l'argent à un des deux fils en fait, donc celui qui lui ressemble le plus. C'est là pour ça il y a une inégalité absolue entre les deux frangins. L'autre le prend plutôt bien. Bref, en tout cas il lui file l'argent pour aller vers le nord tenter sa chance pour gagner sa thune. Donc un endroit qui monte un commerce, tu sais vraiment jamais trop qu'est-ce qu'ils doivent monter, mais en tout cas ils viennent avec énormément d'argent. Tout est disproportionné. Ils viennent avec des millions de balles quoi. Et puis ils arrivent et puis ils trouvent un endroit et ils doivent monter une entreprise. Tu sais pas trop de quoi ça va parler. Est-ce que c'est l'entreprise récupérée de leur mère? Est-ce que c'est un nouveau truc par rapport à ce liquide verdâtre qui rend riche en fait tout simplement? C'est ni plus ni moins que du pétrole vert, c'est de l'or vert, voilà. Et toutes les personnes que tu vois là, qui sont dans cette ville, qui foutent les boules, hein, on est sur de la white trash, tout le monde tente sa chance. C'est le nord, hein, le nord c'est vraiment pollué, dégueulasse, chaud, moite, il y a des maladies, les gens perdent des membres, c'est une catastrophe. Et tout le monde va tenter sa chance là-bas. Bah, entre les combats de coqs, entre les escroqueries, les vols, les tueries, la recherche dans le marais de ce produit dégueulasse, tout est dégueu, les animaux sont dégueux, tout est dégueu, voilà. Donc tu dis mais pourquoi vont-ils vers le nord pour... Bah en fait tu sais pas trop. Et c'est l'histoire de essayer de s'intégrer dans un peuple qui est vraiment pas prêt à t'intégrer. Dans un peuple, je dis pas par rapport à différentes origines, hein. Non, je parle de peuple tout simplement de classe sociale. Tu sens que eux vont arriver avec beaucoup d'argent, beaucoup d'idées en tête, et ils vont faire confiance ou pas à certaines personnes qui... T'as l'impression que personne leur veut du bien. C'est une ville où quand ils arrivent dans le bateau, déjà sur le bateau c'est chaud, après ils arrivent à quai, et tu vois que tout le monde est là pour les fumer. Ils ont tous des gueules, genre t'as l'impression que littéralement le diable habite chaque putain de baraque de cette contrée, c'est hyper glauque, hyper moite, tu ressens vraiment le côté putain malsain de la chose quoi. Et j'ai adoré, voilà, j'ai adoré cette œuvre, c'est de la folie. Le dessin il me régale. Il y a des inventions d'espèces de bagnoles où le moteur c'est des humains en fait. On est vraiment, quand je te parlais du côté un petit peu esclavagiste de la chose, c'est ça, on est là-dessus. C'est des humains qui prennent d'autres humains pour de la merde et qui font du profit grâce à d'autres humains. On est vraiment comme si le capitalisme avait vraiment son sanctuaire, ça serait ça. Ce serait, t'arrives avec beaucoup d'argent, tu prends des gens à droite à gauche, tu les fais tuer, on s'en branle, en tout cas tu dois me récupérer ça pour une piécette. Et pour les gens de là-bas, une piécette c'est immense déjà, tu vois. Et en fait, ce qui est génial, c'est le fait, comme je disais, de pas intégrer ces gens-là un peu plus riches et tout, d'essayer de s'intégrer dans un peuple qui veut pas que tu t'intègres, et surtout le danger que c'est. Parce que prendre les gens d'en bas, comme entre parenthèses, les gens, les ouvriers, et les gens qui travaillent dur, prendre ces gens-là pour de la merde, ça peut se retourner contre toi. Et toute l'histoire parle d'une espèce de complot, de manigance qu'il peut y avoir, et la fin je l'ai absolument pas vu venir, et c'était tellement jouissif. La Fange c'est ultra recommandé. Si vous aimez le dessin, si c'est quelque chose qui vous parle, si cette cover, moi elle me hante la cover, j'ai envie de la scanner, de la mettre en grand et de la foutre chez moi quoi. Bon, j'ai plus de place sur les murs, au bout d'un moment c'est plus possible, mais j'adore ce style de dessin. Voilà, j'adore ce style de dessin. J'en suis absolument fou. Tu sais jamais si les gens ils sont dans les yeux et tout, sont vicieux. Il y a un truc qui est prodigieux dans la
façon de faire les visages. Parce que ça peut paraître un peu enfantin, un peu drôle. Mais regardez-moi la détresse qu'il y a. Bordel, on a l'impression que c'est un dessin animé comme on peut en trouver sur Amazon ou sur Netflix pour adultes. Ah mais c'est ça, c'est Good Morning USA, I got a feeling. Voilà. On est clairement sur ce genre de dessin animé, sur Rick et Morty, on est sur toute cette mouvance-là. L'œuvre, elle est un poil chère pour ce que c'est, mais je pense que tu peux la trouver d'occasion. 28,9€ pour ça, non, trop cher, je pense, trop cher. Mais en tout cas, l'œuvre est belle. Voilà, l'œuvre est belle et y a rien à dire. Le papier est de bonne qualité, tu vois pas du tout à travers. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Les histoires entre ces deux frangins-là sont absolument tristes et dégueulasses. Et c'est peut-être ça qui m'a plu. Putain, mais marche jamais ce truc de merde là, il a pété, putain, il a pété. Si je vous dis 168 pages. Un peu chou, je vous l'accorde. 3 octobre 2019, toujours pas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? De Noël graphique. Ah, déjà, il y a un bon indice. Le prochain va vous aider. Hugo Bienvenu. Second Island, que j'avais lu, que j'avais adoré. Paiement accepté, que j'ai pas en ma possession, mais vous inquiétez pas, je vais y aller bientôt. Et il a fait un troisième qui s'appelle Préférence Système. Évidemment, Hugo Bienvenu, troisième œuvre de cette personne que j'apprécie de plus en plus, en tout cas son travail, je connais pas le personnage. Mais là, vraiment, bravo, chapeau à l'artiste. 23 balles, qu'est-ce que j'ai à dire? Yves, qui est là, Julia, qui est ça, et Mickey, il me semble. Julia travaille dans l'informatique pour une marque de jouets, voilà, pas faire de pub ici. Yves, lui, alors c'est lui qui est intéressant, parce que ça c'est l'android qui porte leur enfant, voilà, simplement. Alors je pense que parce que ça déforme pas le corps de madame, je pense que parce que y a pas de souffrance, je pense que tout ces, voilà, ça se fait, on est en 2110, ça 2120, 2110. Donc forcément on en avance et c'est des codes différents quoi. Il n'y a plus trop de place au matériel, on est tout sur le digital. C'est-à-dire que moi ici là, clairement, je vais pas vous mentir, hein. Moi, bon, il y a 3 bibliothèques comme celle-ci, voilà, on a des DVD qui sont ici, des gros DVD, des jeux vidéo jusqu'au fond. Moi c'est un peu ma life, hein. J'ai les scuds, il y a les vinyles, voilà. Moi j'accumule, c'est en train de devenir clairement un petit centre culturel. On est sur un centre culturel de la cave du Mills. J'ai besoin de ça, c'est pas que je suis matérialiste, enfin d'autres diront que oui évidemment, mais moi c'est que j'aime les œuvres et que j'en achète et que j'en revends très peu, donc forcément j'en ai plein. Voilà, mais c'est pas une collection, j'ai pas de collection, même Punisher, j'ai plein de trucs du Punisher, mais j'ai pas les mugs du Punisher, j'ai pas les Funko Pop de merde, j'ai pas tout, désolé pour les mecs qui aiment les Funko Pop, je peux pas les blairer. Mais j'ai pas tout ça, quoi, j'ai pas les posters, je m'en fous en fait. Je suis pas un collectionneur, mais j'accumule quelque chose quand même, toi. Et là on est clairement en 2110 et Yves, son boulot à lui, bah, c'est clairement d'accumuler du numérique. Voilà, on est clairement sur du numérique et puisqu'il y a plus trop de place dans les serveurs, dans le cloud et compagnie, et ben lui il est chargé quand il a des ordres en fait de son travail. Donc il est archiviste, hein. Quand on lui donne un ordre de détruire une œuvre, et ben il la détruit. Mais sauf qu'elle sera plus du tout accessible, du tout, jamais quoi. Et lui ça le fait un peu chier, hein, comme des films comme 2001 et compagnie, lui ça le fait un peu chier, donc il ramène les sources à la maison et il les planque. Sauf qu'au bout d'un moment, bah c'est un peu chaud parce que c'est interdit de chez interdit. Quand une œuvre ne plaît pas assez, quand elle fait tant de pourcents de visionnage, d'ouverture ou de lecture, parce qu'on peut parler des livres, des photos, des vidéos et compagnie, hein, que sais-je, de la musique et autres. Bah quand elle fait pas assez de vues, on la garde pas parce que bah ça coûte cher en fait de stocker des trucs. Et au final, lui, il y a des œuvres qui décident d'archiver chez lui, sauf qu'il prend un danger pas possible parce qu'il peut, il se dit que des gens disparaissent par rapport au fait qu'ils aient gardé des œuvres et compagnie. Il y a un pote à lui de son boulot à qui il en parle très souvent, et en fait, on va voir que petit à petit, ça va partir en autre boudin, quoi. Ça va partir en couille, et il va se faire gauler. Voilà, il va se faire gauler. Je vous en dis pas beaucoup plus. La fin est monstrueuse. Encore une fois, Hugo Bienvenu, ça marche de ouf quand on ose les choses. Et là, il ose encore une fois les choses. J'ai beaucoup aimé. Son dessin est encore une fois très particulier. Son graphisme l'est tout autant. Sa couleur. Alors, je sais pas si c'est lui qui fait la couleur. À chaque fois, je regarde ça, mais il faudrait que je me renseigne un tout petit peu avant. Je veux dire que oui. C'est ça. Mais c'est incroyable. Regardez-moi ça, comme c'est flashy, comme ça change un petit peu, comme c'est. Bah alors là, je te parle d'une œuvre qui est sortie en 2019, mais il a dû le faire ça en 2017, 2018. Mais je trouve que ça, c'est un petit vent de fraîcheur son dessin quoi. Je sais qu'il est aussi très fort dans l'animation. C'est quelqu'un qui est assez réputé là-dedans. Ça se passe en France, Aurillac. Tiens, on peut pas être plus ancrer ça dans la France, mais dans le futur. C'est assez intelligent, je trouve, pour le public français du moins. Vraiment, je trouve ça trop bien foutu. Les lunettes sont malaisantes. Je trouve que réussir à, en plus, trouver des têtes comme ça que nous on connaît, mais que petit à petit, quand les lunettes, tu te dis, mais oui, c'est ce mec-là. Je me disais bien qu'il me faisait penser à quelque chose. Mais je trouve que ouais, c'est réussir à créer une mode que moi je trouve moche de ouf dans cette BD. La mode
mode est horrible, mais du coup quand même trouver des codes vestimentaires et sociaux qui font que les gens s'habillent comme ça, se comportent comme ça, parlent comme ça, réussir vraiment à trouver un lore qui t'imprègne de ce présent-là dans lequel ils sont eux, ça marche de ouf quoi. Moi je trouve que son dessin, c'est pas le dessin le plus extraordinaire que j'ai pu voir, je trouve qu'il est vraiment au service de son histoire quoi. Quand il y a pas de parole, t'as l'impression que le texte continue et te narre quelque chose. Une vraie prouesse dans le fait de marier la trame narrative et du dessin en fait. Je trouve qu'il y a vraiment une histoire qui se raconte par le dessin et que tu pourrais presque enlever les bulles et ça marcherait quoi. Tout l'art du 9e art encore une fois, j'ai trouvé ça géant. Et puis le twist qui arrive à peu près à la moitié du bouquin, ça marche vraiment très bien. Réussir encore une fois à intégrer dans le réel, en plus dans des paysages qu'on connaît, avec des petits trucs qui changent, qui font qu'on sent qu'on n'est pas à notre période. Et ça marche quoi, il y a quelque chose qui marche très bien. Mais réussir à intégrer du réel dans le futurisme, tout en ayant une histoire qui est complètement what the fuck, mais qui est pas si bête que ça, parce que j'avais entendu ou lu que Hugo Bienvenu avait pensé à ça en voyant un amas de boules de bois ou je ne sais quoi, et il nous comparait à des androïdes en fait, il nous comparait à des robots, plus précisément, comme quoi nous effectivement, notre rôle sur Terre, vous avez bien vu ici quand je vous ai montré la cave du Miss, la face que vous voyez pas habituellement, bah oui quand même, pourquoi j'ai 2 rangées de DVD là comme ça, mis bout à bout, rangés comme ça, classés et compagnie, bah parce qu'en fait les humains classent, rangent, trient, on est comme dans Wall-E quoi, c'est un peu flippant, on continue notre tâche de ranger les choses, je trouve ça fou, le rangement, la classification, le fait d'archiver les choses, je trouve que c'est assez propre à l'homme en fait. Et je sais pas d'où ça sort, je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est mal, je sais qu'en tout cas l'aspect physique il y avait un côté néfaste de la production et de la pollution de la chose. Maintenant est-ce qu'on est au numérique, est-ce que c'est mieux? Bah j'ai l'impression que plus on grossit, plus ça chauffe, et plus ça chauffe, plus ça consomme, et j'ai l'impression que ça dépasse presque le fait de créer un objet dur. Je sais pas qu'est-ce qui est mieux que quoi, il est pas là pour juger, il amène juste une vision différente et c'est vraiment hyper intéressant. Le choix du format un petit peu carré, je sais pas s'il apporte quoi que ce soit, mais dans tous les cas ça marche puisque très souvent il fait du 2 cases, du 6 cases, enfin 2 cases en horizontal et 3 cases en vertical, et des fois il se permet quelques petites, j'allais dire splash page, mais non, quelques cases un peu plus grandes et ça marche tout aussi bien. C'est gênant, c'est intéressant, donc bah Hugo Bienvenu c'est toujours aussi cool, moi je vais me choper paiement accepté, je pense que j'aurais lu les 3 premières œuvres de cette personne dont j'aime et j'admire le travail. Hugo Bienvenu, si tu veux venir dans la cave, t'es le bienvenu. Allez, on arrête les conneries. Tout ça pour vous dire que la prochaine et dernière œuvre dont je vais vous parler, c'est The Banger. The Banger. Like a banger. A banger. Hey, it's a banger because you're no can't cover me, sorry. Hein? Et quand je suis parti en vacances, tu crois que j'ai fait quoi? J'étais dans une brigade indépendante, hein, pour soutenir. C'est bien beau de le dire, mais faut le faire, maman. Et surtout, bah, je commençais à péter un plomb, je mordais un peu le canapé parce que j'avais plus de quoi lire dans le gîte dans lequel j'étais, et au prix de la caution, il valait mieux. J'ai acheté un bouquin, donc je me suis fait plaisir. J'étais à Saint-Nazaire, ma petite perruche au Chaudron, que j'embrasse très fort ici. Super boutique, j'y vais 1 ou 2 fois par an, et franchement, c'est une boutique incroyable. Allez-y, allez leur passer le bonjour et acheter des bandes dessinées chez eux. Je sais pas si c'est le lieu, l'endroit, la ville, les gens qui gèrent je crois que c'est un peu de tout en fait. Dans tous les cas, je me suis acheté une œuvre de Jeff Lemire que je n'avais pas, je l'ai acheté 30 balles, elle coûtait 28 à l'époque, c'est sorti en 2010, ça fait 496 feuilles quand même, c'est déjà pas mal hein, et l'œuvre, bah, tu l'auras certainement deviné, c'est Essex County de Jeff Lemire, incroyable format que j'ai pris plaisir à lire, c'est la clacasse, c'est The clacasse du mois pour moi, pour l'instant. Putain, qu'est-ce que j'ai aimé quoi, tellement il est fort Jeff Lemire pour dépeindre des personnages humains, pour réussir à rendre tout crédible, pour réussir à nous faire transmettre l'émotion, c'est en noir et blanc, hein, faut aimer, faut kiffer, mais moi j'adore, voilà, son trait, et ça y est, je l'ai intégré, j'y vois la poésie qu'il y a mis, je vois son travail entre le noir et le blanc, je comprends là où il veut venir, je sais l'économie de trait qu'il réussit à faire naturellement, je trouve ça trop beau, trop beau, c'est un artiste complètement fou quoi. On commence à suivre Lester, hein, le petit personnage qui est ici, qui grandit chez son oncle, pourquoi il grandit chez son oncle? Parce que son père il le connaît pas, et sa mère est décédée d'un cancer, sa mère demande à son frère, donc à son oncle, de le garder. Sauf que son oncle, lui, il est le frère de la mère en fait, donc l'oncle de Lester, bah lui il est paysan, il est tout seul, enfin il a une vie de bagnard déjà, et c'est compliqué quoi, sauf que bah elle veut pas qu'il soit dans une famille dont il connaît personne, donc il va dire oui, et il va essayer d'éduquer Lester, sauf que la façon d'éduquer c'est, il y a pas de câlin, il y a pas d'amour, il y a pas d'affection, il y a pas tout ça en fait, c'est clairement uniquement du tiens je vais à la station essence, tiens on va manger des burgers ce soir, tiens on va voir le match de hockey, au Canada forcément c'est un peu le sport national, et jusqu'au jour où un jour oui effectivement il va aller à la station
station essence, faire le plein, et il va lui filer de l'argent pour lui aller se payer un comics. Il va rencontrer Jimmy, donc Jim Leboeuf, qui lui est un ancien hockeyeur, qui s'occupe de la station essence, et qui va lui offrir le comics. De cela va naître une amitié entre cette personne adulte, Jimmy. On dit dans le village qu'il est ralenti parce qu'il a eu un choc quand il jouait dans l'une des équipes nationales. À cause de ce choc-là, il aura eu une heure de gloire, mais il aura perdu de la mobilité, de la motricité, et puis surtout de la rapidité, quoi. Donc en fait, Jimmy et Lester vont se lier d'amitié. Lester, c'est un gamin qui est très rêveur, qui lui est persuadé qu'il y a des extraterrestres qui vont attaquer la Terre. Tu vas voir que pourquoi il a une cape et un masque de super-héros, pas parce qu'il y a une histoire avec sa mère qui est hyper touchante. Jimmy, donc le mec de la station essence, et l'oncle de Lester, ils s'aiment pas du tout, et il y a aussi une histoire autour de tout ça. C'est magnifique, c'est incroyable, c'est trop beau, j'adore le dessin, j'adore la façon d'il a de raconter tout ça. Je trouve cette première histoire complètement dingue, parce que oui, c'est une première histoire, on est à Essex, dans le comté d'Essex, et dans le comté d'Essex, on va suivre énormément de gens. Il y a vraiment un arbre généalogique à la fin, où on t'explique toutes les personnes que l'on va suivre, et c'est le bienvenu quand même, parce que là, on va rencontrer Jim Leboeuf, Lester et son oncle. Sauf qu'après, on va parler d'une génération différente, et on va voir deux frangins qui vont s'égosiller autour d'un amour, d'une femme, et des non-dits surtout, d'une personne qui va aller à la campagne, et d'une personne qui partira en ville, et l'autre personne qui restera à la campagne avec sa femme. Il va y avoir une naissance, des secrets, mais tout ça c'est lié à la famille Leboeuf. Voilà. La famille Leboeuf qui est très intégrée dans le hockey. Le hockey qui est vraiment, et c'est une ode à mon sens, une ode au hockey, au sport du hockey. J'adore ce bouquin parce que j'ai appris énormément de choses. J'ai vécu le truc, quoi. Ils m'ont fait devenir fan de cette équipe à un moment où j'étais en train de lire. Où moi le hockey, j'ai du mal, le hockey c'est tellement un sport de ouf. Je comprends les règles et tout, mais je comprends pas à quel point on peut prendre notre pied, aller tout en haut, avoir un match de ouf, où on voit pas le palais tellement le palais va vite, quoi. C'est ça le truc que je comprends pas dans le hockey, c'est que le palais est tellement petit et rapide que j'ai l'impression de pas le voir, en fait. J'ai l'impression d'être Miro. Il est où le palais? Tu regardes les gens, ils se dirigent vers là, donc le palais doit être vers là. C'est incroyable. C'est un sport qui me fascine, voilà. C'est un sport qui me fascine, qui mêle la bagarre, le patinage et évidemment le hockey, quoi. La crosse, le palais. Je trouve que les gardiens d'ailleurs ont du mérite de ouf. En tout cas, on va suivre ces deux frangins qui s'égosillent, Lester, et on va suivre en plus de ça une autre personne de la famille Leboeuf qu'on voit ici, voilà. Et en fait, lui, il perd la tête. Et du coup, il est dans sa ferme, en gros, aussi. Et il y a une meuf qui va venir pour l'aider parce qu'il est plus capable de se maîtriser. D'ailleurs, c'est ce qui est expliqué à la fin. Il dit voici ma ferme. C'était celle de mon frère avant moi et de mon père avant lui. Donc tu vois, il y a plusieurs générations qui se succèdent. Elle se trouve dans le comté d'Essex, dans l'Ontario, au Canada, à une vingtaine de minutes de Windsor, face à la ville américaine de Détroit, à 4 heures de route de Toronto. Une femme vient m'aider parce que je ne suis plus capable de m'occuper de moi et encore moins de la ferme. Il me reste encore quelques moments de lucidité, hélas terriblement fugitif. Il y a une façon de passer du rêve à la réalité que Jeff Lemire arrive à mettre en place qui est monstrueux. Je vous le dis, c'est monstrueux. Moi, j'ai rarement vu autant de facilité. L'histoire entre ces deux frangins là, waouh, moi ça m'a touché, ça m'a bouleversé, parce qu'on parle de la ville et de la ferme en fait. Regardez-moi ça, les fulgurances graphiques. Franchement, c'est magnifique. Jeff Lemire, il a tellement d'idées, c'est de la folie. Et j'adore son dessin. C'est bon, je vous le dis, c'est intégré. Je suis fan de son trait, c'est tout simplement ça. J'adore ça. On voit le hockey, on voit la famille Leboeuf, la passion qu'il y a par rapport à ce hockey-là. On parle aussi d'un club de boxe hyper important de l'époque par rapport à une vision qu'il y a eu. Et c'est hyper intéressant aussi parce que c'est hyper documenté. Regardez-moi ça comme c'est stylé, quoi. Vraiment, c'est trop stylé. Donc on parle de tout ça en fait, des sports en fait. On parle de la façon de s'amuser, de la façon d'aimer, de la façon de se comporter, les rapports, comme Jeff Lemire sait le faire en fait. Réussir à amener d'humanité dans les personnages, des situations un peu incongrues, des situations tristes, parfois même des moments de futilité qui passent, mais ça en émane de la poésie, quoi. C'est vraiment trop fort, il est trop fort pour ça, moi il m'a eu. Est-ce que c'est la meilleure œuvre que j'ai lue de Jeff Lemire? Non, je pense que Jack Joseph, Soudeur sous-marin, est pour l'instant indétrônable. Essex County, c'est évident qu'il faut l'avoir dans sa bibliothèque si vous aimez Jeff Lemire. C'est sûr et certain que si vous voulez faire un cadeau qui soit du comics, mais qui ne soit pas du comics, si vous voyez ce que je veux dire, à quelqu'un qui aime les histoires où on peut se poser, où on prend le temps d'expliquer, de raconter, de voir, des moments de pure contemplation, et on est là-dessus. Et si vous voulez montrer ce que c'est un beau noir et blanc avec un contexte, un trait particulier, des idées graphiques qui franchement valent le coup, c'est une œuvre qu'il faut offrir, c'est une œuvre qu'il faut s'offrir. Moi j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Alors est-ce que c'est parce que ça me rappelle du coup mes vacances, donc des moments heureux en famille. Les enfants sont en train de faire la sieste à côté et toi t'es là, tu fais pas de bruit, t'oses même pas tousser parce que t'habites t'es dans un 15 mètres carrés avec tes gamins, t'as ton matelas par terre, les enfants sont sur un lit parce que tu veux économiser un peu pour les vacances parce que tout coûte cher. Et du coup t'as ton petit bouquin à côté, t'as tes enfants qui dorment, t'as ta femme qui est partie au marché, t'es là en train de lire ça. C'est vraiment, t'as juste envie de faire pause et de dire putain c'est ce moment-là que je veux vivre toute ma vie, quoi. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est parce que l'œuvre est bonne? Je pense que c'est un peu des deux, quoi. Je pense vraiment que c'est un peu des deux. Donc c'est
un souvenir de vacances, ça c'est génial. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si vous en avez des souvenirs de vacances avec vos œuvres. Moi, c'est ce que je crée ici aussi dans la clé du Mills, quoi. Il y a des œuvres dont j'ai fait le con avec, qui sont tombées, qui sont un peu cornées, machin. Et du coup, elles ont une histoire. Et moi, je suis pas un psychopathe de ma bibliothèque pour l'instant. Si un petit truc, une petite coche, un petit machin, c'est pas grave pour moi. Tant que c'est moi qui l'ai fait, il y a une histoire à ça, quoi, tu vois. Si on me le fait, je suis prêt à tuer. Ça, c'est clair. Et Sex Conti, c'est tout ça. C'est énormément d'émotions, de par le contexte, de par l'histoire, des dessins et la sensibilité de l'auteur, quoi. Il est trop fort, Jeff Lemire. Il est vraiment trop fort, donc foncez sur les Sex Conti. Eh ben mon gars, c'est comme ça, commande, boost, like, partage cette vidéo, s'il te plaît, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai été possédé par un mec qui venait du Kentucky. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Voilà. Voilà, écoutez, il y a un Tipeee, vous savez comment faire, vous commencez à comprendre un petit peu les enjeux de tout ça, par rapport au fait que c'est quand même une vidéo, une chaîne, un personnage qui permet tout simplement de produire du contenu, qui prend énormément de temps, et ça me permet d'agir en toute bienveillance, en toute objectivité, et en toute indépendance surtout. Donc t'hésites pas, ok? Alors moi, bon, cette semaine, j'ai tout simplement parlé de Sex Conti. Si t'aimes Jeff Lemire, fonce ma petite perruche, parce que sensibilité à souhait. Là, on est vraiment sur de la poésie. On est vraiment sur des moments de contemplation incroyables. Faut lire ça, c'est une pépite. Tout comme Préférence Système de Hugo Bienvenu, avec ses graphismes complètement barge. Il n'y a pas 36 mots. Complètement barge, et une histoire qui se tient. Ouais, une sorte de prise de conscience, de réalité future, plus ou moins lointaine. Et ça fait un peu flipper, quelque part on en a tous un petit peu besoin aussi de prendre conscience que ouais le tout numérique c'est bien, mais il faut faire quand même attention si on veut pas qu'il y ait des œuvres qui disparaissent à tout jamais dans les limbes de la vie. Bref, La Fange de Pat Grant. Alors ça c'est vraiment un kiff graphique, voilà. Et puis une histoire qui m'a mis sur le cul aussi. D'ailleurs ça c'est un petit peu le goémon, il va falloir que je foute un petit coup de soufflette là-dedans. Mais une histoire qui m'a mis sur le cul du début jusqu'à la fin, parce que tu sais pas, à un moment t'es perdu, t'es moitié dans une espèce de fumée du marais de la Fange, et au final en fait tu te rends compte que bordel il t'a mené par le bout du museau, et il t'a amené exactement là où il voulait aller, et j'étais quand même assez sur le cul de voir le dénouement. Plastoc! Un, dos, tres, un masicon balade marine! Allez ta gueule. Bon écoutez, moi si vous aimez Mille et une pattes, si vous aimez Game of Thrones, les histoires de famille, de puissance et compagnie, foncez. Foncez, c'est aussi simple que ça. Si vous avez pas peur du dessin complètement zinzinou numérique, écoutez, c'est fait pour vous. C'est aussi simple que ça, c'est fait pour vous. Voilà, regardez-moi ça quand c'est beau. L'histoire est vraiment cool, j'ai bien rigolé, je me suis vraiment marré, enfin y a rien à dire. Je pense que je vais les offrir à mon fils. Parce que j'ai plus de place dans ma bibliothèque. Et puis il en reste un petit peu. C'est aussi simple que ça. Et Plastoc, vraiment belle découverte. Trop content de l'avoir chopé à que dalle. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui mettent des œuvres à pas trop cher sur le Bon Coin, Vinted et compagnie, parce que ça permet l'accessibilité à des œuvres que tu n'aurais pas pu te payer, quoi. 16 x 3, non trop. Par contre, oui, une vingtaine, une petite trentaine d'euros, ça peut passer, quoi. Donc, merci à tous les gens qui jouent le jeu. Ça fait plaisir. Ensuite, Agnès, putain, Agnès, bordel! Agnès qui a été dessinée, scénarisée par Damien Geffroy. Damien Geffroy, le Morlaisien, bordel. Ah, mais j'espère qu'on se croisera un de ces quatre et qu'on boira une petite coref, tout simplement. Écoutez, ouais, très drôle, très très drôle. Là, pour le coup, il y a rien de touchant. C'est pas touchant, pas quelque chose qui reste sur le cœur en disant Oh ouais, bordel. non, là, tu te marres, c'est grivois, c'est drôle, c'est géant. Voilà, c'est géant, j'adore. Et le dessin, le niveau de dessin de Zinzin, enfin, j'arrête pas de dire Zinzin, mais c'est vrai, c'est un truc de ouf. Oh, c'est trop beau. Voilà, c'est trop beau, donc bravo pour la colo, bravo pour le travail, l'investissement, le trait, il est fou, quoi. Il est fou. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré, et puis c'est drôle, quoi. Évidemment qu'il y a des codes dans tous les sens, évidemment que c'est comme Plastoc, les codes sur Star Wars, il y en a 1000, Indiana Jones et compagnie. Bon, là, c'est pareil. Il y a beaucoup de références à droite à gauche. Et ouais, Fuite glaciale, j'en parle très bientôt dans les cas, parce que il faut que je refasse ma vidéo, faut que je le fasse, tout simplement. Et enfin, mes petites perruches! Enfin. Captain America the Truth! La vérité. Ah punaise, quel plaisir! Robert Morales et Kyle Baker, la tuerie, le prisme de l'indépendant, pour et au service de Marvel, du Big Two. Putain, mais qu'est-ce que ça marche. Je salue évidemment Panini de sortir ses œuvres, parfois inédites, de sortir ses œuvres dans des formats comme ça. Voilà, c'est le feu. Le dessin, voilà, c'est juste le seul truc, parce que l'histoire est tellement incroyable. Et encore une fois, la dichotomie qu'il y a entre ce dessin qui pourrait être jugé simpliste, alors attention, je vous rassure tout de suite, il n'en est rien. C'est complexe, c'est intelligent, c'est beau, mais la dichotomie qu'il y a entre ce dessin un petit peu cartoon et la profondeur du texte, du récit, de ce qui est couché noir sur blanc, c'est absolument fou. Voilà, c'est absolument fou, et j'ai adoré cette œuvre. Putain, mais du Marvel comme ça, quand vous voulez, les man, quand vous voulez. Peut-être que c'est une clé pour essayer d'aller titiller un peu le sprint de DC en ce moment avec Absolute. C'est peut-être une bonne idée, tu vois, qu'ils avaient eu à l'époque avec Quesada, de proposer des trucs complètement différents, de laisser les clés à des artistes indépendants, des artistes engagés, des artistes qui ont une vision du moins. Voilà, de proposer des personnages avec des histoires qui vont faire avancer
vraiment c'est le bordel quoi. Surtout que là après c'est devenu canonique quoi. Donc ouais, ça c'est tous les jours Captain America, la vérité c'est tous les jours. Commentez, boostez, likez, partagez la vidéo, je vous ai déjà dit tout ça, il y a le Tipeee dans la description. Merci infiniment à vous, putain, pour les commentaires, pour l'engouement des dernières vidéos, pour le partage, boostez-moi la vidéo là. Boostez-moi, la dernière fois elle a été boostée de ouf, j'étais centième dans les boosts France de la journée du samedi en termes de culture, livres et manga et compagnie. Donc je compte sur vous pour exploser le boost. Le boost c'est pas compliqué frérot, c'est sur ton portable déjà, tu peux pas faire ça sur ton ordinateur, désolé. T'as le chat, tu fais sweeper le chat à gauche ou à droite et tu peux booster. T'appuies sur OK, c'est bon, c'est boosté. Et grâce à toi, la cave du Mills intègre directement les McFly et Carlito, les Squeezie, les Amixem, tous les trucs que j'ai pas vus depuis des siècles. Bref, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans la cave.